Bonjour à toutes et à tous. Le cours d'aujourd'hui porte sur les liens entre les maladies parodontales et la maladie athéromateuse. Les maladies parodontales sont des maladies qui affectent le support des dents et qui peuvent aboutir à sa destruction. Ce sont des pathologies inflammatoires multifactorielles d'origine bactérienne et elles constituent les maladies inflammatoires chroniques de bas grade les plus fréquentes puisqu'elles touchent 46% de la population mondiale. De récentes études indiquent que l'incidence des maladies cardiovasculaires athérothrombotiques est plus élevée chez les patients atteints de pathologies parodontales que chez les sujets indemnes de ces pathologies, et ce, indépendamment des nombreux facteurs de risque cardiovasculaires connus, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle ou l'hyperlipidémie ou le tabagisme. Alors, dans une première partie, nous allons définir les différentes pathologies parodontales, voir leur étiologie et expliquer leur mécanisme physiopathologique. Puis, dans la deuxième partie de ce cours, nous analyserons les liens entre parodontite et maladies athéromateuses par le biais des études épidémiologiques et des modèles expérimentaux. Enfin, nous verrons les différentes hypothèses biologiques qui peuvent expliquer les relations entre ces deux pathologies. Alors, pour parler de pathologie parodontale, il nous faut tout d'abord définir le parodonte. Le parodonte, c'est l'ensemble des tissus de soutien de la dent. Il est constitué d'une partie superficielle, la gencive, visible cliniquement, et d'une partie non visible, le parodonte profond. Le parodonte profond assure l'ancrage de la dent dans l'os maxillaire par le biais d'un ligament, le ligament dento-alvéolaire ou ligament parodontal, qui relie l'os alvéolaire au sément qui recouvre la surface de la racine de la dent. Les maladies parodontales sont des pathologies inflammatoires multifactorielles d'origine bactérienne. En effet, les bactéries de la cavité buccale vont coloniser la surface dentaire en formant une communauté hétérogène et évolutive enrobée dans une matrice extracellulaire de polymères et communément appelée plaque dentaire. Il s'agit d'un biofilm structurellement et fonctionnellement bien organisé. Lorsque ces dépôts bactériens ne sont pas contrôlés par des moyens d'hygiène bucco-dentaire efficaces, ils provoquent l'apparition d'une inflammation gingivale, reconnaissable par une rougeur, un œdème de la gencive au contact des dents. Alors, le point faible du parodonte face à l'agression bactérienne, il se situe au niveau de la jonction entre la dent et la gencive. À ce niveau, il existe un espace, le sillon gingivo-dentaire, qui est objectivable par l'insertion d'une sonde parodontale sur une petite profondeur, environ 1 mm sur une gencive saine. Dans ce sillon, on va retrouver des bactéries Gram+ de la cavité buccale. À la suite de ce sillon se trouve un épithélium appelé épithélium de jonction, qui est une pièce unique dans l'organisme, car à aucun autre endroit un épithélium n'adhère à une surface calcifiée, ici l'émail de la couronne dentaire. Par son adhésion, cet épithélium va assurer l'herméticité du sillon gingivo-dentaire vis-à-vis des bactéries présentes sur les surfaces dentaires. Outre cette propriété de barrière physique, son renouvellement cellulaire rapide, ses jonctions intercellulaires lâches permettant le passage de cellules immunitaires issues du tissu conjonctif sous-jacent lui confèrent des capacités antibactériennes naturelles, protégeant le système d'ancrage de la dent. Au sein du tissu conjonctif sous-jacent, une activité inflammatoire dite basale est présente, qui correspond à la réponse physiologique de la gencive vis-à-vis de la plaque dentaire, qui est toujours présente même en petite quantité dans le sillon gingivo-dentaire. Cliniquement, cette inflammation gingivale n'est pas perceptible. Une dilatation du réseau sanguin sous-jacent à l'épithélium de jonction en est la principale caractéristique, associée à une augmentation de la perméabilité vasculaire. Il en résulte une extravasation de fluide plasmatique et une augmentation de fluide gingival,
de neutrophiles pénètrent le tissu conjonctif par diapédèse et migrent vers les espaces intercellulaires de l'épithélium de jonction. Avec l'accumulation de plaques dentaires, des bactéries anaérobies Gram- colonisent la plaque dentaire. Une réaction inflammatoire va se développer progressivement dans le tissu conjonctif avec prolifération et dilatation du réseau vasculaire, une augmentation du fluide gingival et le développement d'un œdème. L'inflammation est alors visible cliniquement. Avec le temps, l'épithélium de jonction prolifère, s'étend latéralement et n'est plus fonctionnel. L'infiltrat inflammatoire est riche en lymphocytes et plasmocytes et il y a une altération des fibres de collagène et des fibroblastes. La gingivite est donc une réaction inflammatoire du tissu superficiel, donc la gencive, liée à une accumulation de plaques bactériennes sur les surfaces dentaires. C'est la maladie parodontale la plus commune puisqu'elle atteint 80% de la population. L'insertion de la sonde parodontale dans le sulcus va objectiver un accroissement gingival appelé fausse poche. Cette gingivite bactérienne peut prendre plusieurs aspects cliniques selon la réponse immuno-inflammatoire du sujet, avec des localisations différentes et des étendues plus ou moins importantes. Un certain nombre de facteurs aggravants, comme le tartre, les malpositions dentaires, contribuent à l'accumulation de plaques dentaires et donc à l'apparition ou à la progression des gingivites. Selon la gravité de l'atteinte, des gingivorragies provoquées par le brossage ou même spontanées dans les cas sévères peuvent se produire. La gencive est alors douloureuse au contact. Et la gingivite peut prendre également un aspect nécrotique lorsque les défenses immunitaires de l'organisme sont défaillantes. Elle est alors extrêmement douloureuse spontanément. Selon la réponse de l'individu, une gingivite non traitée peut évoluer en parodontite, avec un déséquilibre des espèces bactériennes au profit des Gram- et des anaérobies. La sonde parodontale va alors progresser plus profondément le long de la dent, du fait de la destruction progressive de l'os alvéolaire et la création d'une poche parodontale. Le système d'attache de la dent est ainsi altéré. On parle de perte d'attache. Cette perte osseuse est visible radiographiquement et en voici la visualisation lors de chirurgie. La parodontite se manifeste cliniquement par des rétractions gingivales, des mobilités ou des déplacements dentaires et peut aboutir à la perte des dents. Il est maintenant établi que la parodontite résulte d'une synergie polymicrobienne qui va faire évoluer le biofilm symbiotique vers une dysbiose. La microflore compatible avec l'homéostasie tissulaire comporte des agents pathogènes accessoires qui vont faciliter la colonisation d'agents pathogènes. Ces agents pathogènes modifient la réponse de l'hôte et permettent l'évolution de la communauté microbienne vers une microflore dysbiotique dans laquelle les pathobiontes suractivent la réponse inflammatoire et vont provoquer la destruction des tissus parodontaux. L'inflammation et la dysbiose se renforcent mutuellement car les produits de dégradation des tissus inflammatoires sont utilisés comme nutriments par le microbiote dysbiotique. Ainsi, différents membres de la communauté microbienne remplissent des rôles distincts qui convergent de manière synergique pour provoquer et entretenir une inflammation destructive. La transition d'une santé parodontale à la maladie est associée au passage d'une communauté microbienne symbiotique composée principalement de genres bactériens facultatifs tels que des Actinomyces et des streptocoques, à une structure de communauté microbienne dysbiotique composée principalement de genres anaérobies, spirochètes et bactéroïdes. L'un des agents pathogènes clés des maladies parodontales
et le Porphyromonas gingivalis, dont nous allons reparler ultérieurement. Alors nous venons de voir que la parodontite est caractérisée par une forte réponse inflammatoire face à une flore microbienne devenue dysbiotique, en particulier du fait de bactéries considérées aujourd'hui comme agents pathogènes clés, comme le Porphyromonas gingivalis. Cette réponse inflammatoire provoque une destruction des tissus parodontaux, favorisant les mobilités et les déplacements dentaires, et pouvant aboutir à la perte des dents, altérant ainsi la qualité de vie des sujets atteints. Nous allons voir maintenant les relations entre maladies parodontales et athéromateuses par le biais des études épidémiologiques, des études expérimentales et les différentes hypothèses physiopathologiques. Les premières études épidémiologiques attestant d'une relation entre parodontite et manifestations cliniques de l'athérosclérose datent de la fin des années 80. La première est une étude cas témoin qui a relié l'infarctus du myocarde et le niveau d'hygiène bucco-dentaire. La deuxième étude est une étude longitudinale prospective incluant 9760 sujets sur une durée moyenne de 40 ans et elle confirme cette première constatation. Les auteurs montrent également que la parodontite est associée à une augmentation de l'incidence de maladies coronariennes, et ce d'autant plus pour les hommes de moins de 50 ans, où le risque relatif est établi à 1,72. Enfin, est également conclu que le risque de mortalité est corrélé à la sévérité de la parodontite. Et depuis 30 ans maintenant, cette interrelation a été confirmée, et ce, indépendamment des nombreux facteurs de risque partagés, comme la consommation de tabac ou le diabète non équilibré. Plusieurs revues systématiques et méta-analyses ont été réalisées, attestant de l'intérêt pour ce sujet. La première de 2008, sur cette étude de cohorte, établit que la parodontite est un facteur de risque de maladie coronarienne, avec un risque relatif de 1,24 à 1,34. Une méta-analyse plus récente a sélectionné les études entre 2015 et 2017 et a montré une association statistiquement significative entre la parodontite et l'AVC, à la fois dans les études de cohorte avec un risque relatif à 2,52 et dans les études cas témoins avec un risque relatif à 3,04. De manière cohérente, dans une étude prospective, il a été montré chez les malades ayant fait un AVC ou un accident ischémique transitoire que l'épaisseur maximale de la plaque d'athérome aortique était significativement plus élevée chez les personnes ayant une maladie parodontale sévère que chez les sujets ayant une maladie parodontale superficielle. La parodontite est associée à une augmentation de l'épaisseur de la plaque d'athérome, qui est un facteur de risque d'événements récurrents, survenu d'ailleurs dans cette étude chez 27 des 106 patients suivis pendant 24 mois. Dans le contexte de la maladie parodontale, le passage de bactéries dans le flux sanguin est fréquent et l'ADN de ces pathogènes a été identifié dans les plaques d'athérome de divers tissus vasculaires. Plusieurs études expérimentales apportent des éléments pour étayer les liens entre maladie parodontale et maladie athéromateuse. Parmi ces études, celle chez des souris déficientes en apolipoprotéine E, donc hypercholestérolémiques. Ainsi, il a été montré chez ces animaux que l'infection par Porphyromonas gingivalis, donc notre pathogène parodontal majeur, accélérait la progression de l'athérosclérose de manière bien plus importante que chez les souris contrôles. L'ADN de Porphyromonas gingivalis a été localisé dans le tissu aortique chez un nombre limité de souris infectées, mais n'a pas été retrouvé dans aucune des souris contrôles. Par ailleurs, une activation de la réponse inflammatoire chez les souris infectées est démontrée par une réponse sérique des IgG à Porphyromonas gingivalis et des taux élevés de l'interleukine 6. L'étude de Delbosque et collaborateurs a également utilisé ce pathogène parodontal dans un modèle expérimental d'anévrisme de l'aorte abdominale chez le rat. Les anévrismes de l'aorte abdominale représentent une forme particulière d'athérothrombose
dans laquelle l'activité protéolytique des neutrophiles joue un rôle majeur. Les auteurs ont émis l'hypothèse que la présence répétée de Porphyromonas gingivalis dans le thrombus pouvait augmenter le recrutement et l'activation des neutrophiles et participer ainsi à la progression anévrismale. Une partie de cette étude a tout d'abord montré que les échantillons humains d'anévrisme d'aorte abdominale contenaient pour une grande majorité de l'ADN bactérien, et en particulier l'ADN de Porphyromonas gingivalis. En revanche, les échantillons de contrôle étaient négatifs pour les bactéries et en particulier Porphyromonas gingivalis. De plus, le sérum des patients avec anévrisme d'aorte abdominale contenait plus d'anticorps contre Porphyromonas gingivalis comparé au contrôle. Des corrélations positives fortes ont également été observées entre les taux sériques d'immunoglobulines anti-Porphyromonas gingivalis et le diamètre des anévrismes, ainsi que le volume du thrombus. Avec ce modèle animal, les auteurs ont montré que les injections répétées de ce pathogène parodontal induisaient une augmentation significative de la taille de l'anévrisme, associée à des caractéristiques pathologiques similaires à celles observées chez l'homme, telles que la présence d'un thrombus luminal riche en neutrophiles, non observé chez le rein injecté de solution saline. Dans cette étude, les auteurs ont mis en évidence que Porphyromonas gingivalis accélérait la progression de l'anévrisme de l'aorte abdominale via le recrutement et l'activation des neutrophiles. Voyons maintenant les hypothèses physiopathologiques expliquant le lien entre maladie athéromateuse et parodontite. Trois grandes théories biologiques ont été proposées: la théorie bactériologique, la théorie inflammatoire et la théorie immunitaire. La théorie bactériologique fait référence au concept d'infection focale qui montre une association entre la flore buccale et la maladie systémique, en particulier l'endocardite. Il est maintenant établi qu'une bactériémie va se produire à partir des poches parodontales et certains pathogènes parodontaux peuvent disséminer dans la circulation générale et atteindre les plaques d'athérome où leur ADN a été retrouvé. Parmi ces bactéries, Porphyromonas gingivalis et Thanerella forsythia ont été particulièrement étudiées. Elles possèdent de nombreux facteurs de virulence, des gingipaïnes, des lipopolysaccharides, des fimbriae, qui leur confèrent une pathogénicité élevée à la fois au cours du développement des lésions parodontales et au cours du développement des lésions athéromateuses. La capacité de ces bactéries dans le recrutement et l'activation des neutrophiles laisse penser qu'elles participeraient activement à la progression de l'athérothrombose. Deuxième hypothèse physiopathologique, la théorie inflammatoire. La maladie parodontale se manifeste par la production locale de facteurs pro-inflammatoires dans le tissu conjonctif parodontal, tels que le TNF-alpha, l'interleukine 1-bêta, des prostaglandines 2, des métalloprotéases matricielles et des catepsines. Ces médiateurs, également apportés par la circulation sanguine, pourraient entraîner l'activation des cellules endothéliales au niveau de la plaque d'athérome, activation des cellules endothéliales vers un état prothrombotique, se traduisant par la sécrétion de cytokines et de protéines transmembranaires, accélérant ainsi le développement de la plaque d'athérome. Enfin, la troisième hypothèse, c'est la théorie immunitaire qui nous propose là deux hypothèses. L'hypothèse d'un terrain génétique commun aux sujets atteints de parodontite et de maladies cardiovasculaires, codant un profil hyperinflammatoire des monocytes macrophages, a été posée il y a plusieurs années. L'arrivée de bactéries intactes, sous forme de débris ou transportées par des leucocytes au niveau de la plaque d'athérome, entraînerait une réponse immunitaire innée, locale, disproportionnée, fragilisant ainsi la plaque d'athérome. La deuxième hypothèse s'intéresse aux anticorps spécifiques produits en réponse à la présence de bactéries circulantes et tissulaires. Et il existe un mimétisme moléculaire entre des protéines bactériennes et des protéines Hedgehog
exprimés par les cellules endothéliales. Les anticorps produits contre les protéines bactériennes pourraient aussi reconnaître ces protéines HSP, et cette réactivité croisée induirait la destruction des cellules hôtes et le développement de la plaque d'athérome. Enfin, voyons si le fait de traiter une parodontite peut avoir un impact sur le développement des lésions athéromateuses. L'objectif de la thérapeutique parodontale est bien évidemment d'arrêter la maladie parodontale. Et ceci se fait en éliminant les biofilms des surfaces radiculaires. Ce traitement mécanique, parfois associé à un traitement chimique antimicrobien, va aboutir à la suppression de l'inflammation et au rétablissement d'un épithélium de jonction qui va empêcher la pénétration bactérienne sur la surface radiculaire. Mais il est difficile de mesurer l'effet du traitement parodontal sur l'athérosclérose puisqu'il est nécessaire d'avoir une longue période d'observation. Les études réalisées ont évalué cet impact à court terme sur différents marqueurs biologiques de la maladie cardiovasculaire. Il a ainsi été mis en évidence à 6 et 12 mois et jusqu'à 3 ans pour une étude, un effet positif du traitement parodontal sur la fonction endothéliale, sur l'épaisseur de la paroi artérielle, ainsi que sur les marqueurs intermédiaires systémiques de l'athérosclérose. Des études interventionnelles à long terme devront être mises en œuvre pour confirmer ces premières données. En conclusion, il existe des arguments épidémiologiques et biologiques suffisants pour considérer aujourd'hui la maladie parodontale comme facteur de risque des maladies athéromateuses. Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer les liens entre ces deux pathologies et qui impliquent soit des mécanismes directs par les facteurs de virulence des bactéries parodontales sur la plaque d'athérome, soit des mécanismes indirects comme l'augmentation de l'inflammation systémique liée à la production de cytokines au niveau des tissus parodontaux, comme une réponse immunitaire locale disproportionnée ou bien la production d'anticorps face à la présence des bactéries circulantes, ou encore un processus de réactivité croisée. Nous avons vu que le traitement des parodontites permet l'atténuation de l'inflammation systémique et l'amélioration de la fonction endothéliale. Même s'il n'existe à ce jour pas de preuve que les traitements parodontaux préviennent la survenue d'événements cardiovasculaires, ces traitements parodontaux pourraient être positifs en termes de réduction d'effets inflammatoires systémiques et d'amélioration de la qualité de vie des individus.